plus simple. Et après, à la suite, on aura plusieurs temps d'échange et vous aurez nos coordonnées. Donc, je vous remercie. Alors voilà, on commence. Donc, moi, j'attaque sur les spécificités du cahier des charges bio. Et- Ah, d'accord. Oula. Ok, je fais comme ça. Alors bah, voilà, c'est vrai que quand on parle de bio, on parle toujours de conversion. Et c'est vrai que je parle des parcours. Pourquoi? Parce que dans un projet, en fait, bah, c'est très facile d'avoir des poulets bio, d'avoir des bâtiments, mais ce qui donne le plus de temps, eh ben, c'est les parcours de conversion. Donc c'est comme bah, ça dépend du statut du foncier. Donc si c'est une terre labourable, eh ben, il faudra pareil bah, une conversion de 12 mois et en C2, vous pouvez faire un parcours bio pour vos poules. Après, il peut y avoir des réductions de conversion. Donc ces réductions de conversion, c'est surtout bah, les prairies permanentes, les friches, et ça rentre dans une discussion et dans une décision de l'organisme certificateur. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais sachez que voilà, vous avez les friches, les prairies et les terres labourables conventionnelles. Donc tout ça, c'est cas, bah, il faut entamer une conversion et donc déjà certifier les terres. Alors les règles du parcours en avait. Alors le cahier des charges européen, bon, bah, il y a des nouvelles dispositions hein, qui datent de 2022, 2024, donc certaines sont encore récentes et elles sont, on l'espère, bah, fixées dorénavant pour 2025. Bon, pour un parcours, il faut absolument garantir l'enherbement. Voilà, parce que ça fait partie du bien-être animal et aussi bah, de leur un peu alimentation. Et surtout sur les parcours, eh ben, vous avez les mêmes règles que les terres labourables ou la production végétale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser de produits phytosanitaires, notamment pour l'entretien des clôtures. Hein, souvent, on a eu des cas où les personnes, bah, voilà, ils sont c'est extrêmement fastidieux d'entretenir les clôtures électriques, mais en fait, voilà, tout se fait mécaniquement. Alors après, bon, bah, il y a la taille des parcours. Et donc, c'est vrai que là, il y a encore une dérogation jusqu'au 1er janvier 2030 pour se mettre en conformité. C'est une règle de 150 mètres maximum de rayon autour du bâtiment. Avant, c'était 300 mètres. Et là, ils ont réduit. Donc là, ça donne aussi bah, un cahier des charges qui se durcit. Notamment, bah, il faut des parcours, il faut que les poules, en fait, elles aillent le maximum, qu'elles explorent au maximum. Et 300 mètres, c'était trop long, donc ils ont réduit de moitié. Voilà. Alors, bah, voilà, sur les critères. Alors, on parle de... Une question sur le temps de conversion bio. Alors, bonjour. Je réponds, alors je prendrai les questions et je vous réponds à la fin. D'accord? Là, je déroule et puis je vous dis. Hein. Alors, sur la différence, bon, bah, sur les codes, sur les œufs bio, on n'a pas le droit d'utiliser d'acide aminé de synthèse. Et on verra que sur la partie alimentation, bah, ça pose bah, des règles et aussi bah, des problèmes de performance parfois par rapport au plein air. Alors après, pareil, hein, sur les densités, elles sont plus basses. On a des limitations aussi dans le nombre de poules dans le même bâtiment. Bon, on a quand même une marge de jusqu'à 12 000. D'accord? Et après, bah, les accès parcours extérieur, ça change pas. Les trappes, enfin, voilà, c'est 4 mètres carrés par poule minimum avec des trappes de 4 mètres pour 100 mètres carrés de surface. C'est-à-dire qu'il faut inciter, c'est un peu l'éthique du bio, c'est que c'est des animaux de plein air et il faut tout faire pour qu'ils soient le maximum dehors. Après, bah, pareil, hein, pour les nids, ça change aussi, ça change, non, ça change pas, excusez-moi. Et après, bah, pour les perchoirs aussi, bon, c'est vraiment hein, limité. Donc, pour résumer, en fait, hein, c'est surtout la densité, la taille des parcours et l'alimentation pour les œufs bio. Alors, sur les conditions d'accès à plein air, bah, je me répète, mais c'est toujours bien de le dire, voilà, c'est les fameux 150 mètres. Après, bah, pour les poulettes, il faut qu'elles aient accès pour l'élevage des poulettes au moins pendant 6 semaines. Les poules pondeuses au plus tard à 25 semaines.
et l'accès au parcours est continu toute la journée, jusqu'au crépuscule. Donc ça, c'est des éléments qui font qu'en fait, on a des animaux qui sont qu'il faut sortir et souvent les conditions climatiques ne le permettent pas tout le temps, notamment le froid, la chaleur, les intempéries. Donc c'est aussi à l'éleveur de faire en sorte de trouver le meilleur compromis. Et donc après, bon, il y a des choses qui sont pas obligatoires, mais c'est les couverts de végétation, le ressemis. Après, bon, il y a toutes les mesures d'agroforesterie, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Alors, voilà, pas par rapport au cahier des charges. Alors souvent, il y a dans le cahier des charges bio, on dit que tout doit être au maximum de liens au sol. Bon, la réalité fait que beaucoup d'exploitations qui ont des poules pondeuses ne produisent pas leurs céréales. Alors, certaines le font, mais de manière partielle. Donc, on peut créer un bâtiment de poules pondeuses bio avec 100% d'achat d'aliments. Simplement, il faut qu'ils proviennent de la même région. Et ça, c'est dans le guide de lecture. Donc, même région, on doit s'entendre, dire une région administrative ou des pôles territoire national quand en fait, il n'y a pas la disponibilité des produits et des productions, notamment sur les légumineuses. Vous pouvez avoir, il n'y a pas de soja dans le nord de la France, donc il est produit dans le sud-ouest, donc le faire venir fabriquer l'aliment à partir du soja origine sud-ouest dans le nord de la France. Voilà. Et ça sera toujours bio, et on dira qu'il y a toujours un lien au sol. Alors, sur les complémentations en aliments protéiques non limités, maintenant, ça sera du 100% bio. Donc, avant, on avait une mesure à 5%, maintenant, c'est 100% bio. Bon, en discutant avec les éleveurs et les fabricants d'aliments, c'est aujourd'hui, techniquement, c'est possible, mais pareil, ça entraîne aussi un surcoût et aussi des suivis de rations qui sont moins évidents. Et donc, il faut là pour ceux qui ont des fabricants, il faut être vraiment accompagné par des techniciens nutritionnistes, hein, spécialistes. Alors aussi, toujours en relation avec le lien au sol, les effluents doivent être épandus sur des parcelles certifiées bio ou en conversion. Hein, parce que souvent, voilà, si vous n'avez pas de terre, par exemple, comme certains élevages, ou alors certains ont un élevage de poules pondeuses bio et des terres en conventionnel, ils n'ont pas le droit, enfin, le cahier des charges ne permet pas d'épandre ces effluents bio sur des parcelles conventionnelles. Donc, l'intérêt est de se mettre en relation avec un céréalier bio et donc de pouvoir sortir ces effluents pour qu'ils soient épandus sur des parcelles bio. Donc oui, alors pour l'alimentation, ça je ne l'ai pas écrit, mais on est obligé d'utiliser des fourrages grossiers, alors quand d'origine bio. Donc souvent les OC, alors d'après les témoignages que j'ai eus, ils aiment bien avoir la petite botte de luzerne ou de foin dans le bâtiment, etc. Bon, c'est uniquement un rôle de bien-être animal. Elle n'a pas un rôle dans l'alimentation. Par contre, pour les litières, il est toujours possible d'utiliser de la paille conventionnelle. Alors, forcément avec une préférence pour le bio, mais pareil, voilà, dans le sud-ouest, on n'est pas non plus des gros producteurs de paille, donc on peut faire venir de la paille d'autres régions en conventionnel. Alors, ouais, ça, c'est des rappels basiques. La mixité animaux biologiques et non biologiques, oui, c'est une espèce différente, vous avez le droit. Il faut que, en fait, c'est comme les cultures, il faut que l'auditeur fasse la différence entre les animaux et qu'ils n'ont vraiment pas du tout la même vocation. Et d'ailleurs, il y a une question, voilà, il faut voir si les poulets de chair et les poules pondeuses bio et non bio, ça serait possible d'avoir sur la même exploitation. Je pense que ça doit nécessiter quand même beaucoup de contrôle et d'organisation. Alors voilà, les animaux extérieurs toujours issus d'élevage biologique. Il y a des poulettes non biologiques si les poussins sont âgés de moins de 3 jours. Alors voilà, ce qu'il faut retenir pour estampiller son œuf bio certifié AB, il faut que les délais de conversion soient terminés. Je parle des parcours. Donc, la conversion en 6 semaines des poulettes n'est possible qu'en achat de poussins de moins de 3 jours. Ça, c'est une répétition, mais bon, faut bien le rappeler. Alors, j'ai mis attention approvisionnement poulet en poulettes compliquées. Aujourd'hui, alors c'est très récent.
dans le sud-ouest, on a des producteurs certifiés de poulettes AB qui sont dans le Lot-et-Garonne et dans le sud de la Dordogne. Donc aujourd'hui, en fait, l'origine, la grande majorité des poulettes bio est produite sur le territoire aquitain. Parce qu'avant, bon, c'était surtout le Grand Sud-Ouest, Bretagne, Pays de Loire. Et là, aujourd'hui, les opérateurs ont rapproché l'approvisionnement des poulettes. Et ça, c'est une amélioration notable. Donc là, bah, maintenant, ça, c'est des choses très récentes. Par exemple, les derniers lots qui ont été rentrés par les producteurs qu'on suit, eh ben, ils viennent, voilà, ils viennent les lots viennent de Lot-et-Garonne. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, bah, c'est vrai que le surcoût économique des nouvelles réglementations, c'est important de le retenir parce qu'il y a un souci quand même beaucoup on est quand même en France, on a un bio qui, on va déjà dire, assez exigeant, on va dire. Donc, et c'est vrai que là, les nouvelles mesures font que quand même, eh ben, il faut que les œufs soient vendus plus cher. Donc, on fait très attention quand même à intégrer les coûts de production dans les nouvelles mesures. Et ça, c'est un élément important. Et c'est vrai que le coût économique des poulettes a augmenté, le coût de l'alimentation. Donc vous allez me dire, tout a augmenté, mais le bio est encore plus cher parce que le cahier des charges c'est renforcé et a enjoint de nouvelles mesures. Et donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte pour les producteurs qui s'installent. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours une question qui se pose. Est-ce que j'achète mon aliment ou est-ce que je le fabrique? Eh bien, écoutez, aujourd'hui, c'est un sujet à part, c'est-à-dire qu'il faut développer un atelier de production végétale. Bon, ça, c'est aussi une autre entreprise, on va dire, qui est à côté, parce qu'il faut énormément d'investissements, notamment pour produire, mais aussi pour stocker et aussi pour conditionner les aliments. Donc là, c'est aussi des sujets qui sont très impactants et très déterminants pour la suite du projet d'installation ou le projet de conversion pour nourrir ces animaux à la ferme. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, pour démarrer, bah, on conseille quand même des approvisionnements locaux et après, bah, potentiellement de pouvoir autoproduire ces céréales et ces légumes et ces protéines. Bon, sachant qu'un élevage 100% autonome, aujourd'hui, je n'en ai pas vu. Voilà. Alors, sûrement que ça existe, mais c'est quand même assez rare. Alors là, moi, je vous le mettrai, on vous l'enverra, hein, mais ça, c'est toutes les formations qui sont disponibles à la Chambre d'agriculture, les guides de lecture. Donc ça, vous pourrez cliquer et aller plus loin dans le développement de la production biologique et aussi des autres sujets importants qui vont être abordés par ma collègue. Alors la question, bonjour, quel temps de conversion bio pour des plantations sylvicoles, noyers, peupliers, défrichés, convertis en terres agricoles? Waouh! Alors, ça c'est une question. Alors, en tant que conseiller, je vais être assez vigilant, hein, parce que c'est quand même toujours l'organisme de contrôle qui décide. Et ils ont une commission trimestrielle maintenant pour dire ah bah c'est une terre bio ou non, on fait qu'une réduction, etc. Donc moi j'étais souvent amené à dire des plantations, c'est bio parce qu'elles n'ont pas reçu de produits phytosanitaires pendant 3 ans. Et en fait, selon les OC, bah, il y a des... Alors, maintenant, ça s'est harmonisé, mais on pouvait réduire ou quasiment passer en bio direct. Là, dans ce cas-là, il faut amener des preuves. Et les preuves, c'est des certificats de dire non, je n'ai pas appliqué de produits phytosanitaires, d'avoir une végétation qui permette de le confirmer. Et ça, c'est à l'expertise de l'auditeur. Alors là, il y a beaucoup de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre parce on va avancer. Et donc, combien donner des... Alors, les éleveurs de poulettes, ouais, ça, m'a dit que je pouvais le dire. C'est Terre du Sud, en fait, qui produit des poulettes. Et maintenant, il y a des éleveurs certifiés.
Donc ça, c'est l'information que j'ai eue hier et ils sont en capacité, semble-t-il, d'approvisionner, sous réserve de leur... oui, sous réserve, hein, bien sûr. Écoutez, je prendrai les autres questions. Je vais laisser ma collègue intervenir. Alors, sur la production de protéines animales à base de verre de farine et de lombric, je sais qu'il y a eu des essais. Mais aujourd'hui, en fait, économiquement, c'est pas du tout rentable. Et donc là, alors peut à ma connaissance, je ne connais pas tout, mais par contre, oui, ce serait intéressant de voir s'il y a vraiment de la commercialisation. Je sais que là, il y a beaucoup de sociétés qui ont fait faillite hein, sur la production de verre, mais j'ai pas, à ma connaissance, de verre de farine ou de lombric certifié bio. Ça va le faire? Alors, je vais couper le son. On se met en ligne. C'est quoi? C'est ma vidéo? T'as coupé le son. Non, il est pas. Donc là, on lance la vidéo. Donc bonjour à tous, moi c'est Marion Lacoste, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on a dû changer d'ordinateur pour le partage. Alors je me mets et je vous partage le diaporama. Donc nous on va discuter de la production. Donc voilà, donc produire des œufs bio sur les bases pour bien démarrer son élevage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de se lancer dans la production de poules pondeuses et de poules pondeuses bio, il y a des déclarations et des obligatoires à faire. Donc la plupart des déclarations se font auprès de la DDPP ou DDE-TSPP de son département. Donc ça change suivant les départements, c'est DDPP ou DDE-TSPP.
Mais l'ensemble des formulaires sont à retrouver sur le site. Et donc sinon, c'est des CERFA aussi à remplir. Donc en premier, il y a déclarer son activité. Déclarer son activité va permettre en fait de recevoir un numéro INUAV. Et le numéro INUAV, ça va être la plaque d'immatriculation de son bâtiment. Ensuite, vous allez devoir désigner un vétérinaire sanitaire. Donc ça, c'est par rapport aux maladies qui sont dites réglementaires, donc suivies. Donc il faut avoir un suivi vétérinaire régulier de son élevage. Donc ça, c'est qu'importe la taille de l'élevage. Il faut savoir qu'à partir de une poule pondeuse et de la commercialisation d'un œuf, on devient un élevage commercial. Et donc, on se doit d'être connu des services de l'État. Donc, pour rentrer un peu plus dans le sujet, donc, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, au niveau de l'origine des animaux, donc on se doit d'avoir des poulettes bio, mais la poulette devient bio qu'à partir de 3 jours d'élevage. Tout ce qui est au niveau reproducteur et poussin de 0 à 3 jours, donc quand ils ont éclos, on est sur exactement les mêmes souches et les mêmes animaux que de l'élevage conventionnel. On va avoir les poulettes, en fait, à partir du moment où elles commencent à manger de l'aliment et qu'elles peuvent sortir, qui deviennent bio. On a des bâtiments qui vont être adaptés à l'élevage bio. Donc, si on veut faire sa propre production de poulettes, il faut faire attention. On doit aussi être sûr d'avoir un bâtiment qui peut convenir à ce mode de production. C'est-à-dire qu'elle puisse sortir, avoir un accès à l'extérieur. Donc pour parler un peu poule pour l'animal, donc qu'on soit sur de la poule bio ou de la poule conventionnelle, donc on a sur la même souche, hein, c'est les mêmes animaux. On va avoir des entrées en ponte qui se font à partir de 18-20 semaines. La plupart du temps, les animaux sont transférés, donc qui passent de poulette à poule pondeuse, qui rentrent dans un autre bâtiment, donc à partir de 17 semaines. Voilà, on a bien 2 bâtiments différents. Quand on fait ses propres poulettes, c'est la même chose. On a un bâtiment qui est adapté à la poulette et après un bâtiment qui est adapté à la ponte. Ensuite, on va avoir la phase de ponte, ce qu'on appelle aussi le pic de ponte. Donc ça va être de 21 à 42 semaines, suivant les lots, suivant la conduite. Au niveau de l'aliment ingéré, on a entre 120 et 150 grammes, pas 1500, hein, ça ferait beaucoup par poule. Et une fin de croissance, ça on l'oublie souvent, mais la fin de croissance de l'animal, c'est 30 semaines. Donc il faut bien faire attention, c'est pas parce qu'elles sont en pic de ponte qu'elles sont au maximum de leur croissance. Donc il ne faut pas oublier à leur faire des apports au niveau de l'aliment, de faire attention à suivre aussi les poids des poules pour savoir un peu où elles en sont. Il faut savoir qu'une poule, ça lui demande de l'énergie pour produire un œuf. Donc si elle utilise l'aliment pour se réchauffer, augmenter sa courbe de croissance et tout ça, elle ne va pas l'utiliser pour produire. Donc on peut avoir directement une baisse de ponte. Ensuite, la question de la réforme. Donc, suivant les élevages, ça peut varier. Donc, on est souvent autour des 42 semaines et plus de 42 semaines. Et c'est à vous, vraiment, éleveurs, de voir quand vos œufs deviennent trop fragiles, vos poules pondent nettement moins. Alors là, on va commencer à se poser la question sur la réforme. Aujourd'hui, nous, dans les Landes, enfin, souvent dans le sud-ouest, on n'a pas d'abattoir de poules. Donc, il faut s'organiser pour faire, si on fait partir ces poules, du coup, à la réforme, à l'abattoir, faire sortir ces poules, les faire enlever et trouver un abattoir qui peut les prendre. Il y a aussi une chose qui est pas mal en vogue aujourd'hui, c'est la revente des poules de réforme aux particuliers. Donc ça, on organise, les gens viennent se chercher les poules. Attention tout de même avec tout ce qui est biosécurité, on verra plus tard. Donc après, température de confort d'un animal, pour qu'elle ponde, c'est un œuf par jour, et il faut être tenu entre 15 et 25 degrés. En dessous, elle va avoir froid, donc elle va manger pour se réchauffer. Au-dessus, elle va arrêter de manger pour se refroidir. Pour parler un petit peu prix, différence de prix entre poulettes bio et conventionnelles, on a plus 4 € sur le bio. Et sur l'aliment, on va être au double du prix à la tonne pour de l'aliment bio. Il faut savoir aussi qu'à partir de janvier 26, on va avoir le prix de l'ovosexage qui va être indexé au prix de la poulette. Voilà, il y a eu beaucoup de discussions autour de ça, mais du coup, le prix de la poulette va augmenter. Ce qui va faire, donc, c'est l'éleveur de poulettes va acheter un poussin plus cher
Et ce prix sera rétribué sur le prix de la poulette prête à pondre. Et ensuite, il faudra le rétribuer sur le prix de l'œuf. Voilà, et du coup, bon, on a quand même normalement un prix de l'œuf qui est mieux valorisé en bio. C'est aussi pour, du coup, expliquer et puis compenser le prix de l'aliment qui est plus cher et le prix des poules. Donc, les principaux défis en élevage de poules pondeuses, ce qu'on va le plus rencontrer, alors ça, c'est pour le bio, le non bio, on va avoir la ponte au sol, le piquage, les chutes de ponte inexpliquées, le pou rouge et les mouches. Pour tous ces défis-là, que ce soit bon, la ponte au sol, on va la gérer par le matériel, de la lumière, des choses comme ça. Le piquage, c'est un stress des animaux, donc il faut faire attention au bien-être animal, à y mettre dès qu'on a des animaux qui commencent à se piquer. On peut mettre de la luzerne, des choses comme ça pour qu'elles jouent et que du coup elles évitent le piquage entre elles. Le pou rouge, on a des traitements. En bio, on a des produits qui sont agréés par le bio. Attention, on ne peut pas prendre n'importe quel produit. Et pour les mouches, c'est pareil. Donc bien s'équiper pour bien produire. Donc on va avoir tout ce qui va être alimentation, abreuvement. C'est les piliers du bien-être animal, avoir un accès sans que les animaux soient en compétition sur l'alimentation et l'abreuvement. Et ensuite, idem pour le perchage, le parcours et le pondoir. Et tout ça répond en fait au principe de bien-être animal. Et en plus de cela, au niveau des cahiers des charges, vu qu'on est en bio, on a donc au niveau du perchage, des pondoirs, des réglementations qui sont revues par rapport du coup au plein air. L'alimentation et l'abreuvement, par contre, c'est exactement la même chose. Sur une pipette, on va être à une pipette pour 10 poules. Et l'alimentation, tout ça dépend si on est en alimentation linéaire, donc ce qu'on appelle une chaîne plate, ou de l'alimentation circulaire des assiettes ou des trémies. Donc ça, c'est ce que dit la loi vis-à-vis du bien-être animal. 5 grandes libertés, l'absence de faim et de soif, d'inconfort, de douleur, et la possibilité d'exprimer un comportement propre à l'espèce. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des perchoirs en obligation dans les bâtiments, qu'on soit en conventionnel ou en bio. C'est que la poule reste une proie, elle a besoin de se percher pour se protéger. Et ensuite, l'absence de peur et d'anxiété. Petit exemple au niveau d'un bâtiment, l'exemple d'aménagement. Souvent, quand on se lance dans la production de pondeuses sur des petites unités, on se pose un peu la question sur quel type de bâtiment, comment je l'organise. Il n'y a pas de grande vérité là-dessus. Le tout, c'est qu'on retrouve des abreuvoirs, des mangeoires, des perchoirs et un pondoir pour que la poule puisse aller faire son nid au calme. Le pondoir, il doit être donc assombri. On est sur quelque chose, la poule a besoin d'un endroit sombre pour se cacher pour venir pondre. Donc quelque chose de sombre, sans courant d'air. S'il y a une zone d'inconfort, elle va préférer aller pondre ailleurs. Et ensuite, que le bâtiment soit un minimum ventilé pour le renouvellement de l'air, tout simplement, que l'animal ne soit pas dans l'ammoniaque pur et dur. Le mieux, on a vu tout à l'heure, la zone de confort de la poule, la zone thermique, c'est entre 15 et 25 degrés. On essaie d'avoir des bâtiments assez isolés. Le panneau sandwich classique de 40 mm fait tout à fait l'affaire. Donc en pondoir, on peut retrouver des pondoirs, ce qu'on va appeler les nids collectifs. Donc c'est ceux-là où on a 120 cm² par poule. Donc plusieurs poules peuvent aller pondre dans un même nid. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui est utilisation du bois. Donc du pondoir classique où on va avoir une poule par nid. Ensuite, des perchoirs ou des pondoirs type métallique où on va avoir des perchoirs devant et récupération des œufs sur l'avant. On peut tout à fait récupérer ces œufs dans son pondoir. On notera quand même qu'il faut faire attention, il faut repasser régulièrement pour éviter d'avoir des œufs sales. Laure vous l'expliquera tout à l'heure dans sa partie commercialisation, mais il faut des œufs le plus propre possible pour la commercialisation. Au niveau du bois, on peut l'utiliser, le tout c'est qu'il soit dur, non poreux, lavable et désinfectable. Pour tout problème sanitaire, premier type salmonelle, si la DDE-TSPP passe et à son contrôle retrouve sur une chiffonnette de la salmonelle sur un pondoir en bois, pour eux, il n'est ni dur
ni lavable ni désinfectable, ils vous demanderont de le détruire, de le brûler. Donc, pour passer ensuite à la biosécurité. Donc la biosécurité, c'est mis en place sur les élevages de volailles de manière obligatoire. Donc on a une formation obligatoire pour tout détenteur de volailles, y compris du coup poules pondeuses. Il n'y a pas de nombre de poules. À partir d'une poule commercialisée, on se doit de faire cette formation. Donc en fait, c'est pour prévenir la circulation et la persistance des contaminants dans l'élevage. Donc on fait attention à définir des zones d'élevage. Le bâtiment est une unité de production. On a des animaux de même âge à l'intérieur, arrivés en même temps. On est vigilant quand on va voir ces animaux, on se change. On n'amène pas non plus l'animal de compagnie, tout ça. On s'équipe d'un sas sanitaire et on enregistre au maximum ses entrées et ses sorties d'animaux sur la BD avicole. Il faut savoir que le principe de biosécurité et les enregistrements sur la BD avicole, si vous souhaitez un financement pour de l'achat de matériel, des choses comme ça sur les PCAE, ce qu'on appelle, donc sur des plans Nouvelle-Aquitaine, Europe, c'est des choses qui sont obligatoires et qu'on doit justifier auprès de l'administration. Donc voilà, c'est rappel à la loi. Toutes ces informations, elles sont aussi à retrouver sur le site de l'ITAVI qui est très bien fait. On vous enverra le lien. Donc un exemple de plan de circulation qui fait partie du plan de biosécurité. Donc on définit une zone dite publique, surtout si on fait de la vente à la ferme, là où on a l'accès aux visiteurs, la famille, les acteurs de la vie sociale et les animaux domestiques. Ensuite, on a un site d'exploitation, la zone professionnelle, où là on va avoir que tout ce qui est livraison, les visiteurs type technicien ou vétérinaire, véhicule d'exploitation, l'éleveur, et ensuite la zone d'élevage où là, c'est les animaux, l'éleveur, le personnel, et bien sûr l'accès aux visiteurs s'il faut, mais on se change et on la clôture. Pour faire un petit point sur les dépistages salmonelles, donc, ils ne sont pas obligatoires pour tous. Il y a bien la dérogation des 250 poules. Mais attention, elle n'est valable que si vous vendez 100% en direct au consommateur final. Donc, si vous vendez une partie à un boulanger ou un magasin de producteurs, attention, vous sortez du cadre et vous devez devenir centre de conditionnement, même avec moins de 250 poules. Donc c'est la réglementation, elle est voilà, hein, il y a eu des accidents sanitaires graves. Il y en a toujours aujourd'hui des contaminations à la salmonelle. C'est une maladie, une bactérie qui cause quand même de gros dégâts sur les personnes, même sur un adulte en forme. Donc on fait attention. La coquille de l'œuf, elle reste poreuse, donc on a une contamination facile de l'intérieur. On ne lave surtout pas ses œufs, c'est strictement interdit en France. Et ensuite, pour rappel, donc tous les animaux peuvent être porteurs dans le système digestif, à savoir qu'il y a des porteurs sains, donc c'est pour ça qu'on interdit la cohabitation de plusieurs espèces dans les parcours. Tout ce qui va être ovins, chevaux et ânes sont des porteurs sains de salmonelle. Alors oui, ça fait partir le renard, mais par contre, ça peut contaminer au niveau de la salmonelle. Et donc ensuite, c'est des plans de contrôle qui sont mis en place. Donc on va avoir à la mise en place des animaux, pendant la ponte régulièrement toutes les 15 semaines, et ensuite à la sortie, à la réforme, on refait encore un dépistage. Donc on va chercher sur les fientes, sur les poussières, des chiffonnettes, des pédichiffonnettes, et on envoie en laboratoire agréé. Donc ensuite, on passe à la nettoyage des infections. Et ce qu'on appelle après, on va parler du vide sanitaire. Donc on a dit les animaux dans un même bâtiment, ils rentrent à même âge, ils viennent d'un même endroit. Voilà, c'est ce qu'on appelle le principe de la bande unique. Et il faut savoir qu'en agriculture biologique, on a un vide sanitaire qui est obligatoire. Donc on vide, on enlève ces animaux, on vide sa fiente. Ensuite,
on nettoie, on désinfecte. Donc là, ça va permettre de sortir tout ce qui est les matières fécales et puis tout ce qui est agents contaminants. Et ensuite, on va avoir un vide sanitaire obligatoire. Donc c'est le vide sanitaire, c'est en principe de bâtiments vides, sans animaux et sans aucune entrée. Et on le fait bien après désinfection. Donc 14 jours de nettoyage désinfection après nettoyage désinfection pour le bâtiment. Et le parcours, c'est 56 jours. Et donc, comme je vous le disais, pour aller plus loin, il y a un guide régional en 2025 qui est sorti spécialisé dans l'élevage de moins de 250 poules. Donc, c'est régional et c'est avec un bon volet bio, voilà, mais qui, pour la partie conduite, on va dire, production, peut très bien aller pour le conventionnel. On en a un aussi plus conventionnel, celui-ci, sur la partie land, donc à retrouver sur notre site à demander. Pour la partie biosécurité, il y a le site du coup de l'Italie. Pareil, le lien vous sera donné où en fait on va cliquer sur j'élève des pondeuses en plein air, circuit court et on va retrouver tous les éléments pour constituer son plan de biosécurité et surtout pour prévenir de l'ensemble des maladies qui peuvent arriver. Donc voilà, je n'ai pas vu s'il y avait des questions, mais merci beaucoup pour votre attention. J'arrête le partage et je reviens sur la conversation. C'est quoi BD avicole? J'ai une question là-dessus. Alors la BD avicole, c'est un centre d'enregistrement en ligne. On y enregistre dessus les canards et les poules pondeuses. Les volailles de chair et reproductrices, c'est sur ce qu'on appelle l'ATM. Donc BD avicole, c'est un site internet en ligne que vous pouvez retrouver en tapant BD. Et là-dessus, on va rentrer, si vous rentrez des poules au 1er décembre, vous allez rentrer, je rentre un lot le 1er décembre, il vient de tel élevage. Donc s'il a été déjà tracé en poulette, il va permettre de remonter aussi. Ça permet justement sur les maladies réglementées de pouvoir suivre un lot, savoir où il va. Et quand il y a des crises aviaires, de savoir en temps réel combien il y a d'animaux sur site pour pouvoir permettre aussi sur les zonages, des choses comme ça. Et c'est surtout un suivi au niveau réglementaire des animaux. Sur les essences de bois, alors là, il faut que ça soit non poreux, donc le mieux c'est si on peut les vernir derrière ou les peindre, c'est encore mieux. Après, l'exemple type, c'est qui vont être utilisés en pondoir contre plaqué marine ou du teck. Si on part sur un élevage à partir de poussins, peut-on mélanger les races? Alors oui, et le mieux est de les mélanger le plus tôt possible. Il faut savoir que les poules c'est un animal, c'est comme la volaille, c'est très raciste. Donc à partir du moment où il y a un animal différent, de différentes couleurs, s'il y a plus de marron et qu'un blanc, il va se faire manger. S'il y a plus de blanc que de noir, c'est la même chose. Donc veillez à bien mélanger à partir même de l'éclosion si possible, mais le plus tôt possible, on peut mélanger les races et ça va se suivre ensuite dans les bâtiments sans moins de problèmes. Ensuite, est-ce que les poulaillers déplaçables peuvent avoir des dérogations sur les surfaces de terrain? Alors ça, c'est à revérifier, mais normalement non, parce que vous avez donc ces 4 mètres carrés par poule, donc le terrain, non. C'est une bande doit avoir ces 4 mètres carrés par poule, donc voilà. Ça ne doit pas à vérifier, je reviendrai sur cette question, mais normalement non, il n'y a pas de dérogation possible. Sur la formation CO, du coup, Laure a répondu oui, il y a une formation hygiène. Et si on fait naître soi-même les poussins, est-ce que... Alors les entrées, oui, c'est quand même mieux de les déclarer. Ce que je vous dis, c'est surtout à but sanitaire, sur les maladies réglementées. Il faut faire ces déclarations à la BD. Et je sais que tout à l'heure, il y avait... Les poules au mètre carré, c'est bon.
Et surtout, si vous partez sur faire naître ces poulettes, euh, faites-les pour vous. Quand on revend des poulettes, on revend aussi tous les embêtements qui vont avec. Donc, c'est-à-dire que si des poulettes ne rentrent pas en ponte comme il faut ou vont avoir des soucis plus tard, l'éleveur producteur d'œufs peut se retourner contre vous. Et donc, vous devrez des sous, hein, tout simplement, sur le manque de production et tout ça. Donc, attention, oui, il manque de poulettes aujourd'hui, mais ne pas partir non plus. Se faire ses poulettes soi-même, c'est très bien. Ne pas chercher forcément à les revendre, il peut y avoir beaucoup de complications derrière. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Il y en a une là qui arrive. Oui, c'est pour ça que j'attends un petit peu. Ah non, je la vois pas. Bon. S'il y a d'autres questions qui arrivent après, on pourra y répondra, revenir à la fin, ne vous inquiétez pas, on n'oubliera pas les questions. Et je vais relaisser la main pour la partie du coup commercialisation. Et avant ça, on va vous montrer un film. Pour les ventes aux particuliers, on doit aussi déclarer les départs. Alors, c'est un peu compliqué parce que quand on fait partir une poule un jour, il faut déclarer vraiment à la dernière partie, bam, tout le lot. S'il y en avait 200, 150, on le fait à la dernière sortie. Hein. On ne s'amuse pas à déclarer à chaque fois qu'il y a 2 poules qui partent. Donc, on va passer à la vidéo. Vous pouvez tout à fait remarquer On y répondra. vos questions et on y répondra par la suite. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Emmanuel, tu lances le film sur l'élevage? Oui, 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 on va le lancer. Attends, là, on a un petit souci de son. Euh, Attends, on règle ça. C'est mieux quand il y a le son. Est-ce que tout le monde voit le film? On voit l'image pour l'instant. On voit Ok. l'image? Allez, je le lance. Elle sonne. Je suis Gauthier Desès, installé à Aire-sur-l'Adour et éleveur de poules pondeuses bio depuis 2017. Donc, nous sommes ici sur le site de production. Donc suivez-moi. En 2017, j'ai commencé avec un bâtiment. Donc c'est des bâtiments de 90 mètres carrés de type Louisiane. Et alors ils ont la particularité d'être déplaçables. Donc, alors pourquoi le choix du déplaçable? Parce que quand j'ai commencé, je ne savais pas si c'était une activité qui allait continuer ou pas sur l'exploitation. Donc j'avais fait le choix du déplaçable. J'ai commencé avec un, aujourd'hui j'en ai 3. Mais c'est des lots de 400 poules. Donc dans chacun il y a 400 poules. Et le troisième sert de bâtiment tampon et de vide sanitaire. Donc c'est-à-dire que je ne manque, il y a toujours des poules en production et je ne manque jamais d'œufs. Et c'est des poules d'âge différents. Donc, qui dit âge différent, il dit œufs de calibre différent. Pour la vente directe, c'est primordial. Voilà, parce qu'on ne peut pas s'arrêter, les vacances on oublie. 1 an et demi et jusqu'à 2 ans. Mais 2 ans, c'est vraiment exceptionnel. Là, la bande du fond, elle va avoir 2 ans, mais c'est parce que je n'ai pas pu rentrer de poulettes au mois d'avril. Oui, c'est ce que tu dis. Voilà. Ouais. Alors, tout ce qui est pour la prédation, c'est fermé le soir. Ouais. Ça, c'est très important. Et après, tout le parcours est clos.
grillage, Ouais, il passe pas. grillage partout. Et clôture électrique tout le tour. 2 fils en bas, un fil en haut. Bon, ça rigole pas. Ça rigole pas parce que ça, c'est de l'entretien. 1 heure de rotofil toutes les semaines. Ils sont nettoyés. Quand je ramasse, j'enlève ça. Voilà. Tout ce qui est plume. Les perchoirs. Comme j'ai dit, ici, c'est du tout maison. Hein. Non, non, c'est bétonné. J'avais commencé sur terre battue, mais elles font des trous. L'hiver, c'est très humide, donc non, j'avais vite. Elles sont toutes bétonnées maintenant. Oui, après, voilà, j'ai planté les arbres d'ombrage et des fruitiers. Ouais. C'est des volières qui vont fonctionner, hein, mais bon, pas longtemps, quoi. Non, mais voilà. Bon, après, bon, l'histoire des volières, j'avais fait ça parce que quand même, ça permet de faire 2 fois à peu près la surface du bâtiment. Mais de toute façon, moi j'ai démarré d'entrée, je fabriquais l'aliment. Je m'étais équipé direct d'entrée de ce broyeur mélangeur et ça me permet de fabriquer des lots de 400 kg. Je me suis mis à la culture bio. Là, il y a une dizaine d'hectares aujourd'hui. Je suis à peu près autonome sur 50%. Genre, je produis triticale févrole, du sorgho ou du maïs, il va y avoir, du tournesol. Dans le tournesol, c'est le tournesol oléique qui est pressé pour l'huile. Et moi, à l'huilerie à Mugron, et je récupère le tourteau. Donc, du coup, ben, merci pour cette présentation sur l'élevage. Donc, moi, je vais intervenir rapidement sur la commercialisation des œufs. Donc, je m'appelle Laure Buton, je suis conseillère circuit court à la Chambre d'agriculture des Landes. Et voilà, si vous avez des questions sur toute la partie commercialisation, centre d'emballage ou tout ce qui est sanitaire, hygiène sur la partie commercialisation, vous pouvez prendre contact avec moi. Donc, je vais partager peut-être mon... Ah. Je pense que c'est bon, hein. Là, Ouais. tu le reçois ou c'est le bon? Je suis pas sûre parce que je vois qu'il y a des modifs qui n'ont pas été faits. Mais c'est pas grave, vas-y, mets celui-là. Non, non, mais. C'est pas Ok. gênant. C'est celui qui est sur le drive. Après, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, c'est la présentation orale. Il n'y a pas de souci. Euh, Sauf que j'ai pas la main dessus, du coup. Emmanuel, voilà. Oui, 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 vas-y. Alors, euh, du coup, oui, j'ai pas la main pour bouger les diapos, c'est toi qui le mets. Donc, merci. Donc, il y a deux démarches pour la commercialisation des œufs. Donc, pour l'élevage, tout à l'heure, Marion vous l'a expliqué. Pour la commercialisation, ça dépend de 2 choses. Soit vous avez moins de 250 poules et vous vendez tous vos œufs en direct. Et donc, vous devez faire une déclaration avec un CERFA au niveau de la DCSPP qui va vous attribuer un code œuf. Et ce code va devoir être utilisé pour le marquage des œufs. Donc c'est la diapo d'après. Tu peux revenir. Donc, le producteur peut commercialiser ses œufs donc, en vente directe, soit sur l'exploitation, soit sur les marchés publics, donc dans un rayon de 80 km autour de la ferme. Si jamais vous vendez les œufs uniquement sur le site de production, vous n'êtes pas obligé de marquer les œufs. En revanche, sur les marchés, vous devez marquer vos œufs. Que ce soit à la ferme ou sur les marchés, les œufs doivent être présentés en vrac. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas de classement par catégorie de poids. Vous ne devez pas mettre les œufs dans des boîtes puisque vous n'êtes pas centre d'emballage. Vous devez les présenter en vrac et si la personne vient avec sa boîte, les œufs peuvent être mis en boîte au moment de l'achat, mais vous ne devez pas les mettre en boîte avant. De la même manière, c'est des œufs qui ne sont pas calibrés, donc vous ne devez pas indiquer, par exemple, gros ou petit œuf. Ça, c'est interdit aussi. Si vous êtes sur le marché, sur l'étal, vous devez afficher le mode d'élevage
la date de ponte et également de quel élevage sont issus les œufs. Donc, c'est les petites affichettes que vous pouvez retrouver, par exemple, sur la photo qui est jointe. Donc, ça, c'est moins de 250 poules ou bien en vente directe. Donc, la diapo d'après, si vous avez plus de 250 poules, ou bien que vous faites de la vente indirecte. La vente indirecte, ça veut dire que vous passez par un intermédiaire. Donc, par exemple, si vous vendez à un boulanger, un pâtissier, un restaurant, ou que vous voulez vendre à la cantine, vous devez passer absolument par un centre d'emballage. Donc, deux solutions. Ça nécessite soit de vous créer un centre d'emballage sur la ferme, donc ça nécessite un dossier d'agrément. Et comme le disait tout à l'heure Marion, ça nécessite aussi des analyses salmonelles toutes les 15 semaines. Ou alors, vous pouvez faire de la prestation, c'est-à-dire demander à un centre d'agrément qui est déjà, un centre d'emballage qui est déjà agréé, d'emballer vos œufs en prestation de service. Donc, vous avez une liste de centres agréés et certains proposent cette prestation de service. Si vous décidez vous-même de devenir centre d'emballage d'œufs, donc vous pouvez avoir moins de 250 poules et être un petit centre d'emballage, il n'y a pas de problème si vous voulez faire de la vente indirecte. On va vous fournir un code œuf qu'il faudra également mettre sur les œufs. Donc, la diapo d'après, au niveau des règles d'étiquetage, ce qui permettent effectivement de garantir la transparence auprès du consommateur. Donc, au lieu d'idée, le marquage des œufs toujours obligatoire. Et vous avez ce marquage, il y a d'abord le premier numéro qui définit, lui, le type d'élevage. Donc, on va avoir le code 0 pour le bio, le code 1 pour les élevages en plein air, le code 2 pour les élevages au sol. Et le code 3 ne nous concerne pas. Ensuite, vous avez le FR qui est le code du pays d'élevage. Le chiffre après, c'est le code de l'élevage. Et le dernier numéro, c'est quand vous avez plusieurs bâtiments. Donc, la diapo d'après. Donc, en centre d'emballage, vous devez également calibrer les œufs. Donc, les œufs de catégorie A sont classés suivant cette catégorie, donc du plus gros au plus petit, donc XL supérieur ou égal à 73 grammes, et si on prend le S, inférieur à 53 grammes. Donc, on a les œufs extra ou extra frais qui doivent être écrits aussi sur l'emballage, donc c'est jusqu'au 9e jour après la ponte des œufs. Donc, si vous voulez vendre vos œufs dans des emballages. Donc, mais c'est pareil, il y a une réglementation spécifique. C'est pour ça qu'on voit souvent des emballages où il n'y a pas forcément l'étiquette parce que voilà, sur l'emballage, il faudra mettre le code du centre d'emballage, la catégorie de qualité, la catégorie de poids, la date de durabilité. L'indication qui explique aux consommateurs qu'il faut conserver les œufs dans un endroit tempéré ou en tout cas garder le même mode de conservation, l'indication du mode d'élevage, l'explication par rapport au code producteur. Donc, toutes ces indications doivent être indiquées sur l'étiquette. Et puis surtout un rappel de quelques points essentiels. Alors aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans la diapo d'après dans l'hygiène complètement et dans le centre d'emballage puisque ça concerne peu de personnes dans moins de 250 poules. Mais il y a des règles d'hygiène qui concernent tout le monde. Donc la première, c'est que la température de stockage des œufs doit être supérieure à 5 degrés et surtout elle doit être constante afin de pouvoir préserver la qualité alimentaire des œufs. Si vous faites un petit centre d'emballage par rapport à la flexibilité, par exemple, la climatisation n'est pas obligatoire, mais vous êtes dans une obligation de garder cette température constante. Donc, une climatisation peut vous y aider, bien évidemment. Si vous ne savez pas comment réagir par rapport à ces bonnes pratiques sanitaires, vous avez un guide des bonnes pratiques qui est le guide des bonnes pratiques des œufs. Donc, ça pourra vous donner quelques indications, même si c'est un guide qui a été réalisé surtout pour les gros centres d'emballage. La durée de conservation des œufs est de 28 jours. Donc, aujourd'hui, il y a un nouveau texte qui est paru en 2022. Vous avez le droit de vendre vos œufs jusqu'à la fin pour éviter le gaspillage alimentaire. Vous pouvez vendre jusqu'à la fin de la DCR parce qu'il y a un vieux texte qui disait qu'on avait le droit de le vendre que jusqu'à 21 jours, mais aujourd'hui, on peut le vendre jusqu'à la fin de sa DCR. Et comme le disait Marion tout à l'heure, il est interdit de laver les œufs.
Alors, si vous voulez faire un centre d'emballage, donc il existe des textes sur la flexibilité pour les petits centres d'emballage qui vont emballer moins de 2000 œufs. On pourra en reparler. Je pourrais vous envoyer les textes s'il y en a qui sont intéressés. On peut se rencontrer là-dessus. Mais voilà, centre d'emballage, des fois, ça fait peur. Mais en fait, on peut faire un petit centre d'emballage. Centre d'emballage, ben, ça peut être une balance de précision et une mireuse manuelle. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas faire beaucoup d'œufs comme ça. Mais si le but, c'est juste de vendre à vos voisins, c'est quelque chose qui peut être efficace. Donc après, je vous ai mis quelques matériels qui est adapté à des petits centres d'emballage. Donc, des mireuses calibreuses qui peuvent être manuelles, qui peuvent être semi-automatiques, qui peuvent être automatiques. Donc, une calibreuse, comme on verra dans le film en suivant, on est entre 4 000 et 8 000 euros en fonction des équipements. Et puis, des équipements de marquage des œufs, alors, qui peuvent être manuels, où on va marquer les œufs un par un, qui peuvent être jusqu'à 30 œufs sur des automatiques. Donc là, pareil, c'est un petit peu comme les voitures, hein. Votre système de marquage des œufs, ça peut coûter de 40 euros jusqu'à 3 000 euros. Si vous décidez de faire un centre d'emballage, il y a aussi des bâtiments qui se vendent tout fait pour les centres d'emballage. Et tout ceci peut être financé dans le cadre du PCAE, commercialisation et transformation de la Nouvelle-Aquitaine. Donc en 2026, il y aura un nouveau programme. Pour y accéder en 2025, il faut être soit bio, soit HVE. Donc on attend les nouvelles règles pour 2026. Et en 2025, il y avait 40% d'aide avec un plafond de 60 000 euros aidés. Surtout, ce qui est important, c'est que ces dossiers doivent être réalisés sur devis. Donc, si vous avez un projet, c'est important de prendre contact avec nous en amont pour vérifier si vous êtes éligible ou pas. Est-ce que toutes les inscriptions dans les informations sont obligatoires ou est-ce recommandées? Dans les inscriptions de conservation, c'est recommandé. Après, généralement, quand vous êtes centre d'emballage, quand vous n'êtes pas centre d'emballage, vous restez juste sur les informations essentielles qui sont le mode d'élevage, le numéro d'élevage et la date de ponte. Et la mireuse, bah, écoutez, je vais vous laisser regarder le film, comme ça vous allez voir ce qu'est une mireuse. En fait, le principe de la mireuse, c'est de pouvoir regarder l'intégrité de l'œuf et ne pas vendre des œufs qui seraient dans de mauvaises conditions pour le consommateur, donc par exemple qui seraient fêlés. Donc vous allez voir une petite démonstration dans le film qui suit où Gauthier de Zest nous a accompagnés. Et je vais juste terminer avant sur une petite remarque sur la commercialisation des œufs. Alors, j'ai mis commercialiser les œufs, c'est un vrai travail parce que oui, l'œuf, c'est un produit d'appel qui est intéressant pour diversifier, par exemple, une activité maraîchère et pour fidéliser une clientèle que vous avez déjà existante sur l'exploitation. Mais il faut réfléchir à plusieurs choses. La première chose, c'est qu'une étude de marché, elle est souvent indispensable. Pourquoi? Parce que vendre 50 000 œufs par an, bah, ça représente 200 à 250 clients fidèles. Il faut savoir qu'un ménage mange 215 œufs par ménage et par an. Donc, selon votre zone de chalandise, il n'y a qu'un tiers des gens qui vivent sur votre zone de chalandise qui achètent les œufs à la ferme. Donc, il faut que vous soyez en mesure de calculer, est-ce que où vous habitez, vous avez assez de clients ou est-ce que sur le marché que vous faites, il y a assez de clients pour vous acheter des œufs? Parce qu'il faut être conscient qu'il faut beaucoup de clients par rapport aux œufs que vous allez produire. Le prix de vente d'un œuf, ben, ça varie vraiment beaucoup. S'il est conventionnel ou pas conventionnel et en fonction des circuits, on est à peu près entre 26 et 50 centimes par œuf, donc selon les producteurs. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à calculer votre coût de revient. D'ailleurs, en début d'année prochaine, on vous proposera un webinaire sur le calcul du coût de revient. Donc c'est vraiment la première chose qui est importante pour ça. Et puis, les charges de main-d'œuvre, elles sont quand même importantes, hein. Vous allez le voir, il faut trier les œufs, il faut les vendre, il faut les livrer. Donc, en fonction de la taille de votre atelier pondeuse, il faut prendre tout ceci en compte et c'est vraiment important de considérer cette activité comme une activité qui prend du temps et qui demande une main-d'œuvre à part entière. Donc, du coup, pour conclure cette commercialisation, pensez d'abord à cette rigueur administrative. Il y a des déclarations à faire et ça, c'est vraiment important. Et puis après, la rigueur de maîtrise des règles sanitaires.
pour pouvoir fournir aux consommateurs un œuf sain. Mais c'est vrai que se diversifier avec les œufs peut être vraiment une belle opportunité et sur quelque chose d'assez simple, même pour un centre d'emballage, comme on va pouvoir le voir dans le petit film. Ah, donc j'ai mon voisin qui m'annonce qu'il y a une coupure d'internet à Mont-de-Marsan. Donc Ça arrive. C'est bon, c'est ouais, ah, c'est revenu. bon. On vous met le Donc on va film. pouvoir vous mettre le film. Je regarde dans le chat, il n'y a pas d'autres questions en attendant. Donc si vous décidez de faire un... Ah ben, voilà, je me tais. On lance? Ok, merci. Il n'y a pas le son, si vous pouvez l'ajouter, même si on comprend sans le son, mais c'est plus sympa avec le son. Après, je vais vous la relancer peut-être moi de mon ordinateur avec le son, comme ça sera mieux peut-être pour pouvoir comprendre. Je suis Gauthier Desès, installé à Aires-sur-l'Adour. Je suis éleveur de poules pondeuses bio depuis 2017. Aujourd'hui, je vous présente mon centre d'emballage. En effet, le centre d'emballage d'œufs est obligatoire pour une exploitation qui compte plus de 250 poules pondeuses. Suivez-moi pour la visite. Alors là, on rentre dans ce qui est le sas du centre, avec l'armoire vestiaire qui est ici, la tenue, le point d'eau, le lave-mains, et après on va retrouver tout ce qui est produits d'entretien et emballage. Et le centre n'est pas très grand, il est certifié pour 800 poules. Alors là, on rentre dans le cœur du centre d'emballage. Donc les œufs ramassés quotidiennement, l'après-midi, sont stockés ici quand ils arrivent. Donc moi, j'ai 2 bâtiments de production, donc ils sont différenciés comme ça. Couleur, c'est les bâtiments de production. Ils sont mirés, tamponnés et calibrés. Donc ça, c'est une machine qui fait tout à la fois. Donc la calibration, il y en a pour 6 000 €. Et là, on rentre sur notre date de ponte. Ça représente à peu près un peu moins d'1 heure par jour, quoi. Donc là, je les pose sur la ligne de mirage. Allez, et on est parti. Donc celui-là, il a 2 points d'impact. Il est sorti du circuit. Et donc le but, c'est de ne pas arrêter la machine. Et on fait 1000 œufs à l'heure avec. Et après, ils tombent en fonction de leur poids. Le calibrage. Donc voilà, et après, ils sont classés. Hop. Donc là, ça va être du calibre moyen, L et M, quoi. L'imprimantage d'encre avec le 0 du bio, FR pour France et MDY pour le numéro de l'élevage. Et 01, c'est le numéro du bâtiment. Ce qui est primordial, c'est enregistrer la température du jour dans le local. Et si elle dépasse 18 degrés, la clim est mise en place. Et ensuite, ils s'en vont par la porte de derrière. Là, le véhicule, j'ai la place pour reculer le véhicule.
S'il y a des questions à la suite de la vidéo, on va laisser Laure aussi récupérer la main. Donc, juste pour répondre à la question de Laetitia tout à l'heure sur les formations centre d'emballage. Donc, on n'a pas une formation spécifique au centre d'emballage, mais on peut vous donner les informations. On peut se rencontrer pour vous expliquer les différents besoins et ce qui est demandé dans un centre d'emballage, notamment par rapport à la flexibilité. Et après la formation, c'est une formation sur l'hygiène des œufs, puisque c'est une formation qui est obligatoire pour avoir un centre d'emballage. Là, c'est vraiment les enregistrements à mettre en place et les bonnes pratiques. Mais après, si vous avez besoin de la réglementation sur comment faire pour mettre un petit centre d'emballage, ben, le film, je pense, est une bonne illustration. Et après, on peut vous aider dans votre cheminement. Est-ce que Laure, tu as besoin qu'on te remette la dernière slide? Non. Ok. Ça a été vu, ok. Et y a-t-il une formation prévue sur l'hygiène des œufs? Mais on va vous envoyer justement suite à ce webinaire un petit questionnaire sur vos besoins en formation et en fonction des demandes, on pourra mettre en place différentes sessions de formation. Surtout, oui, dans vos inscriptions, mettez bien votre mail. Donc, je pense là, dans la liste que j'ai les tous. Auquel cas, ben, inscrivez-vous, envoyez-les directement, puis on fera parvenir l'ensemble des supports et répondre à vos questions, autant sur le bio que sur la production et la commercialisation. Si. Et alors, dans chaque département, il faut se rapprocher du coup de sa chambre d'agriculture. Voilà, pour l'ensemble des. C'est une législation, de toute façon, pour les œufs qui est française. Donc, voilà, rapprochez-vous de la chambre d'agriculture qui vous donnera le bon contact à avoir directement. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure. On vous remercie. Sachez, bon, bah voilà, comme disait ma collègue, dans tous les départements et dans les chambres d'agriculture, il y a des conseillers en commercialisation et aussi en aviculture, en production animale et en bio. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers vos conseillers respectifs et nous vous remercions de votre participation. Ah, il y a encore une question? D'accord. Ben voilà, on vous remercie. Au revoir. Et surtout, ouais, mettez bien votre mail pour qu'on vous envoie le questionnaire. Au revoir.